Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sud-Ouest Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. On ne parlera pas des compétitions sportives à proprement parler, puisque vous le savez bien sûr, elles sont toutes à l'arrêt, en tout cas en France. Non, on va justement s'intéresser aux conséquences de cet arrêt imprévu qui a été causé par la pandémie mondiale de Covid-19 sur le sport, sur son traitement également en matière d'information sportive. Et avec moi, par Zoom, Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. Le Sud-Ouest Sportcast, c'est parti. Alors Frédéric, le sport est à l'arrêt depuis la mi-mars à peu près. Une situation inédite hors période de guerre. Elle est surtout particulièrement inattendue. Tout a été assez vite au mois de mars, entre les premiers cas, d'abord en Chine, puis en Europe avec l'Italie, l'Espagne, puis la France. Comment jugez-vous ce qui s'est passé, justement, avec un petit peu de recul désormais ? C'est vrai ça a été très inattendu parce que c'était quasiment du jamais vu. Et même si on l'a vu venir, puisque comme vous l'avez dit, en Italie, on avait des signes avant-coureurs de ce qui allait nous arriver, enfin, vraisemblablement. Il y a eu, je pense, un effet de sidération. Tout le monde a regardé ce qui se passait, les yeux un peu ébahis et voir toute la vie autour de nous, enfin toute l'activité plutôt autour de nous qui s'arrêtait, y compris le sport. On a regardé ça avec des grands yeux parce que voilà, c'était totalement inattendu et très rapide. Surtout qu'il y a eu des premiers matchs. Alors au début, on a commencé à parler du huis clos et finalement on résistait en se disant que c'était sûrement pas si grave. Pour prendre l'exemple des Girondins, et juste avant la fin, les Girondins ont fait un match totalement normal à Saint-Étienne avec un stade de plus de 20 000 personnes. Enfin, tout allait normal et ça s'est emballé en quelques jours vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi le quart de finale enfin le huitième de finale pardon de Oui. Ligue des Champions entre Paris et Dortmund. Et donc on pensait que pour au moins pour le foot professionnel ou le sport professionnel, ça pourrait continuer d'exister. Mais il y a eu vraiment un durcissement et puis surtout voilà, la situation sanitaire a fait que le gouvernement français a tout stoppé, y compris le sport. Et là, le coup d'arrêt a été vraiment brutal. Justement, vous parlez du gouvernement français. Le gouvernement français s'est différencié de ses voisins en décidant assez tôt, dès la fin avril, de ne pas reprendre les compétitions sportives professionnelles. Et donc, en sifflant la fin des saisons, que ce soit pour Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, avec justement, toujours pareil, avec un petit peu de recul, est-ce que cette décision n'a pas été peut-être précipitée, puisqu'on voit que nos voisins, l'Allemagne, rejouent, que l'Espagne, que l'Italie, qui sont des pays qui ont été encore plus touchés que nous, vont rejouer, l'Angleterre aussi. Oui, c'est vrai que c'est toujours facile avec le recul de dire il aurait fallu faire ça aussi. Voilà, Mais ce qui a été surprenant, c'est que le gouvernement annonce non seulement l'arrêt des compétitions, ce qu'on pouvait comprendre, confinement oblige, mais aussi la fin des saisons en cours. Et c'est une décision qui est un peu difficile à comprendre, même sur le moment ou même avec un peu de recul, parce que rien n'obligeait à dire que les saisons étaient finies. On pouvait dire on arrête, on voit comment la situation évolue, et libre après aux fédérations et aux ligues professionnelles de s'entendre et de s'organiser pour la suite des compétitions. Et il y a eu ce coup d'arrêt qui fait que Édouard Philippe, le Premier ministre, a dit tout de suite on arrête. Alors, comment l'analyser? Est-ce que c'est une méconnaissance du monde sportif? Est-ce que c'est un manque de culture sportive dans le pays? On considère que le sport n'est pas très important ou pas prioritaire, comme l'a dit la ministre des Sports, Oksana Maracineanu. Mais je pense que ça traduit aussi, concernant notamment le football, le manque d'unité entre les présidents de clubs et ses dirigeants qui n'ont pas su s'entendre et apporter une solution unie ou porter une voix unie auprès du gouvernement. C'est surtout ça le problème. Et je pense qu'avec le recul aussi, aujourd'hui, je pense que tout le monde dit que Jean-Michel Aulas avait raison en disant qu'il fallait continuer. Mais avec le recul, le problème, c'est que Jean-Michel Aulas n'était peut-être pas la bonne personne
pour porter ce message-là, même s'il est un président très respectable et respecté, que son club il a réussi de très belles choses avec lui. Mais à ce moment-là, c'est vrai que son discours était un peu difficile à entendre parce que tout le monde se disait, il dit ça parce qu'il veut sauver Lyon qui est septième et qui risquait de ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc c'était le bon message, mais peut-être pas porté par la bonne personne. Et justement, du coup, il y a eu pas mal de cacophonie au sein du football français, encore une fois. Au-delà de l'économie, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi là-dessus qu'il risque d'y avoir des fractures qui vont être peut-être longues à réparer, puisqu'il y a eu pas mal de courants qui se sont divisés pendant pas mal de semaines, et ça continue encore actuellement. Oui, chacun a défendu ses intérêts de club. Marseille, qui était deuxième, enfin, qui est toujours deuxième, enfin, qui est deuxième, a tout de suite défendu l'idée d'arrêter la saison sur le classement actuel, parce que en se disant que peut-être Rennes ou d'autres clubs allaient revenir. Mais ça traduit aussi le manque d'unité à la tête de la Ligue de football, puisqu'il y a entre Didier Quillot et Nathalie Dubois de la Tour, il y a deux têtes dirigeantes, et on a eu l'impression que il aurait fallu qu'il y en ait une qui ressorte. Et face à ce manque de décision, on a vu Noël Le Graët, qui est le président de la fédération, combler ce vide. Et Noël Le Graët, lui, tout de suite a dit bon, on arrête, et a été tout à fait catégorique. Il a pris les choses en main. Mais il n'a pas oublié quand même de préserver l'intérêt de la fédération, en maintenant l'idée de jouer les finales de coupe de la Ligue et de Coupe de France, et de jouer les matchs de l'équipe de France. Donc la saison pouvait s'arrêter pour la Ligue 1, la Ligue 2. Il l'a arrêté, c'est vrai, pour les championnats nationaux et les championnats amateurs, mais il a quand même préservé sa principale source de revenus pour la fédération, que sont les coupes et surtout l'équipe de France. Donc il a joué très finement, et il a profité du manque de leadership au niveau de la ligue professionnelle, enfin à mon avis en tout cas. Effectivement. Alors le rugby a également donc à son tour annoncé la fin des saisons, ce lundi 2 juin, a mis plus de temps, mais c'était plus, on va dire, de l'administratif pour formaliser cela, puisqu'il n'y avait pas également de grands doutes. Une différence tout de même, il n'y a pas de titre en rugby. Le classement est gelé comme cela, alors qu'en football, le Paris Saint-Germain est champion de France. Est-ce forcément frustrant pour l'UBB, puisque l'UBB faisait une belle course en tête, un petit peu comme le PSG en football? Oui, bien sûr, mais il faut quand même faire la différence, parce que la formule de championnat entre la Ligue 1 de foot et le top 14 de rugby est totalement différente. C'est-à-dire que dans le rugby, il y a des phases finales où on remet quasiment les compteurs à zéro. Il y a d'abord un barrage, après effectivement les deux premiers ont l'avantage de recevoir en demi-finale, mais le titre se joue sur un match, et c'est compliqué. Donc à mon avis, c'est quand même différent. L'UBB est effectivement très largement en tête, mais n'avait quand même pas l'assurance de terminer championne avec le nombre de points d'avance qu'elle avait. Donc il y avait des équipes qui pouvaient revenir très fort, comme Toulouse ou Toulon, qui récupéraient leurs internationaux. Donc je pense que c'est un peu moins inéquitable, si on peut dire. Par contre, pour le rugby, ce qui était un peu plus complexe, c'était la qualification pour la Coupe d'Europe, puisque normalement c'était les 6 premiers. Et il y a encore débat pour savoir si on qualifie on garde les 6 premiers, ou si on élargit avec une nouvelle formule avec les 8 premiers pour éviter de désavantager des clubs qui étaient vraiment pas loin. Ce sont des problèmes différents, je pense, et ça a moins de prise à la polémique pour le rugby. En revanche, le vrai problème pour le rugby, c'est l'argent. C'est un sport qui, depuis des années, se développe rapidement, peut-être un petit peu trop rapidement parfois. Il y a une sorte de course à l'argent, même s'il y a des règles qui sont instaurées pour essayer de freiner cela, pour essayer de réguler un petit peu les budgets. Mais on parle beaucoup d'un rugby professionnel qui va être en grand danger dans les mois à venir. Oui, effectivement. Si on veut continuer le comparatif avec le football, le rugby professionnel vit essentiellement des recettes de jours de match, c'est-à-dire la billetterie
et tout ce qui est partenariat, les loges, sponsoring, etc. Je crois que c'est une soixantaine de pourcents des budgets, alors que pour le football vit beaucoup ou majoritairement par les droits télé. Donc le foot peut continuer à vivre, au moins assurer une partie de sa trésorerie avec des matchs à huis clos. Pour le rugby, c'est difficile parce que voilà, si on a un match à huis clos, même si les droits télé existent, ils sont beaucoup moins importants en proportion, en quantité, mais aussi surtout en proportion. Donc, les clubs de rugby ont vite compris que même une reprise à huis clos, voilà, au bout de 2 ou 3 matchs, ils seraient en très très grande difficulté. Et effectivement, pour revenir aussi sur l'autre partie de la question, ça met en lumière le fait que le rugby vivait sûrement au-dessus de ses moyens, avec une course à l'armement, avec des salaires sûrement trop élevés euh, par rapport à son économie. Donc là, malheureusement, là, on le voit et on le ressent, et les réformes qui étaient sûrement nécessaires deviennent vitales, tout simplement, maintenant. Peut-être même pour le sport en général, puisque ça va toucher aussi le basket, il y a aussi des problèmes comme ça, structurels. Beaucoup de clubs de foot aussi qui sans les transferts, vivent au-dessus de leurs moyens. Donc peut-être que cette crise va obliger à repenser le modèle général du sport professionnel en France. Oui, tout à fait. Pour parler du foot, c'est une économie un peu, pas virtuelle, mais un peu artificielle, dans le sens où les clubs français, depuis plusieurs saisons, ne doivent leur équilibre que grâce à la vente de joueurs. C'est-à-dire que le bilan financier de la Ligue 1 est très déficitaire depuis plusieurs saisons avant les produits des mutations. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des clubs anglais, espagnols, italiens ou allemands pour acheter les futures pépites françaises, les clubs seraient encore plus en déficit. Donc, effectivement, cette crise, si elle est en mérite, c'est de montrer que l'économie des clubs de foot est très fragile. Pour le rugby, bon, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire que les salaires, je pense, sont disproportionnés par rapport à l'économie. Et pour les autres sports, c'est aussi très compliqué, comme le basket, le hand, le volley, les sports de salle. Eux, ce qui est compliqué, c'est qu'ils vivent encore moins des droits télé. Pour eux, les droits télé sont vraiment pour une proportion infime dans leur budget. Donc, s'il y a plus de public dans les salles, là, il n'y a plus d'économie, encore moins d'économie possible. Donc, effectivement, ça doit pousser à réfléchir, mais la solution là est compliquée parce que l'économie générale est touchée, l'économie de la France et même du monde. Donc, c'est très difficile maintenant de trouver des solutions, si ce n'est qu'il faut que les salaires baissent, tout simplement, pour revenir à une grille de salaire conforme à l'économie réelle de chaque sport, tout simplement. Et puis, effectivement, vous le disiez, on entend pas mal de dirigeants de clubs professionnels ou amateurs qui disent qu'à huis clos, on parle de basket, de hand, de volley notamment, ne reprendraient pas, puisque pour eux, ce serait impossible économiquement voilà, de tenir une saison. Si on jouait à huis clos, ne serait-ce que de septembre à décembre, ce serait trop compliqué. Oui, ça coûterait presque plus cher parce qu'il y aurait quand même, il y a quand même des frais pour l'ouverture de la salle et tout ça. Puis il y a les déplacements, donc la trésorerie serait quasiment inexistante. Puis est-ce que les sponsors seraient d'accord pour être sur les maillots pour des matchs à huis clos? Pour le foot peut-être, parce qu'il y a les télés, il y a des audiences assez importantes. Le handball, le basket ou le volley, dont les audiences sont quand même assez confidentielles par rapport au foot ou au rugby. Quel serait l'intérêt d'un sponsor être sur un maillot? Puis il n'y aurait plus de loges, plus de public. Et puis là, on parle de l'économie, mais après, on peut parler aussi du reste. C'est-à-dire que quel intérêt de jouer un match sans public, quoi? Je pense que ça enlève quand même beaucoup de ce qui nous plaît dans le sport, c'est-à-dire de vibrer, qu'il y ait du bruit, voilà, qu'il y ait de l'ambiance, y compris pour nous journalistes, quand on est dans un stade. On n'est pas du tout étanche à l'ambiance qu'il y a dans un stade, et on se souvient souvent des grandes ambiances dans les stades. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que le match à huis clos ne sont vraiment qu'une solution, mais vraiment transitoire. Alors, vous parliez des journalistes. Alors, justement,
Vous êtes chef de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Sans actualité sportive, comment une rédaction sportive s'adapte? Alors, il y a toujours de l'actualité, mais il n'y a plus de match. Effectivement, forcément, ça fait un grand trou dans les pages. Donc, on a forcément réduit l'activité. On est beaucoup moins en service à travailler tous les jours. On fonctionne à peu près un tiers du service. Beaucoup moins de pages, puisqu'il y a effectivement, hein, il y avait tout un volume de résultats et de comptes rendus qui n'existent plus, beaucoup moins de manifestations à couvrir, mais il y avait quand même de l'actualité. Il y avait des sportifs confinés voilà, qu'on interviewait, il y avait tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire les conséquences économiques, médiatiques du confinement. Donc on a quand même continué à faire vivre l'actualité du sport, mais il a fallu être un peu inventif et chercher des sujets aussi dans dans, euh, dans nos archives, voilà, revenir sur des matchs, on va revenir et on revient sur aussi les carrières de certains grands sportifs de la région. Donc il y a toujours à faire. Mais effectivement, on ne tourne pas à plein régime par rapport à une actualité normale et un calendrier normal, c'est évident. Alors, depuis que le déconfinement a été lancé progressivement, on entend pas mal parler du fait que ce confinement a pu avoir certains effets positifs, négatifs sur les gens, sur des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi avoir un côté peut-être positif sur le fait, sur le regard que vous avez, que la profession peut avoir de l'actualité sportive, le fait d'être comme ça détaché de cette prise avec les résultats, avec les matchs, avec cette actualité habituelle? Oui, c'est vrai que ça oblige à être un peu plus inventif, à chercher des sujets un peu plus loin et à être moins comment dire, accroché au calendrier. Bon, même si on peut pas faire, on est bien obligé aussi d'être fixé sur un calendrier, mais c'est vrai que ça, même si je pense on le faisait déjà, c'est-à-dire d'essayer de trouver des angles et des sujets, des idées de sujets un peu différentes et qui essaient de surprendre nos lecteurs. Bon, là, c'est vrai on peut retenir de ça que finalement, on peut tout à fait faire vivre une actualité en se détachant ce qu'on appelle l'agenda, c'est-à-dire le calendrier des matchs. Et donc, mais je pense on le faisait déjà. Mais c'est vrai que ça nous montre qu'on est capable de trouver des sujets qui sont autres que l'agenda. Ça, c'est sûr. Alors, on devait Et être. ça montre aussi, dans les côtés positifs, ça peut montrer aussi, ça peut avoir aussi une incidence sur comment dire, le regard aussi qu'ont nos lecteurs sur le Sud-Ouest et sur notre site. C'est-à-dire on a aussi trouvé d'autres ressources. Et ça peut aussi faire provoquer une prise de conscience aussi des dirigeants du sport qui vont, comme on l'a dit, vont peut-être devoir aussi se remettre en question pour trouver d'autres financements et d'autres manières de faire vivre le sport, ça c'est sûr. On aurait dû être au début d'un marathon sportif là, de 2 mois et demi. On devrait être en plein Roland-Garros. Derrière, il y avait l'Euro de football, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Finalement, il faudra attendre donc le mois d'août pour retrouver le sport. Est-ce que ça vous manque, vous, en tant que passionné de sport, voilà, de tous ces rendez-vous qui auront lieu soit en août, soit en 2021? Oui, bien sûr, c'est évident, les phases finales de rugby, la Ligue des Champions, l'Euro de foot, le Tour de France, même s'il aura lieu, mais ce sera un peu plus tard, Roland-Garros. Bon, on est journaliste de sport, mais on est avant tout des passionnés de sport. On fait ce métier parce on est passionné de sport. Donc évidemment que ça nous manque, c'est évident. Mais bon, effectivement, là, on va avoir un gros trou d'air fin juin, juillet, puisqu'on a dû compter, il y a à peu près une centaine d'heures, une centaine de jours de reportage concernant le Sud-Ouest en moins pour les 2 prochains mois. Donc, c'est effectivement un trou énorme. Et on attend avec impatience, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'on aimerait aussi que cette période profite aussi peut-être pour retrouver des bonnes relations ou des relations un peu plus proches avec les sportifs. Parce que finalement, pendant le confinement, on a pu quasiment tous les joindre assez facilement.
à l'exception des Girondins de Bordeaux qui ont complètement fermé les portes. Mais sinon, je pense que ça pourrait aussi remettre une proximité entre journalistes et sportifs qui finalement profiterait aussi à tout le monde et surtout aux lecteurs. Oui, parce qu'on a vu qu'au-delà pour sortir du cadre de Sud-Ouest, les autres médias se seraient également adaptés comme nous, logiquement. Et on a vu effectivement une proximité, les sports collectifs, individuels, tout le monde. On sentait que les sportifs étaient aussi heureux de raconter heureux, étaient demandeurs aussi de raconter leur confinement, ce qu'ils faisaient, partager un petit peu avec les lecteurs leur quotidien. Oui, c'est vrai que effectivement, on a aussi pu sortir un peu du cadre du sport, peut-être des questions parfois un peu convenues d'avant-match ou d'après-match, où on a pu découvrir un peu la personnalité de ces sportifs, leur vie quotidienne, leur vie de famille, qui finalement est assez conforme à la nôtre. Donc, on a pu avoir une autre facette de la personnalité des sportifs et je pense que tout le monde a compris qu'il avait à gagner, quasiment tout le monde a compris qu'il avait à gagner aussi à se montrer. Ça montre aussi que sans trahir de secret, tout en restant chacun à sa place, en étant plus proche et en étant tout simplement plus naturel, ce n'était pas un problème, et au contraire, c'était une bonne entre guillemets communication. Et en espérant que ces bonnes relations se poursuivent à l'avenir lorsque les compétitions reprendront. Donc au mois d'août, très certainement, on pourra suivre cette actualité dans les pages du Sud-Ouest. On pourra bien sûr suivre toute l'actualité au jour le jour, puisque vous le disiez, l'actualité n'est pas arrêtée, elle est seulement un petit peu au ralenti pour ce qui est des matchs, mais ça continue avec notamment les conséquences de cet arrêt forcé. Et puis, les autres championnats, eux, reprennent également, que ce soit en Allemagne, on joue déjà, mais en Italie, en Espagne, en Angleterre, les championnats vont reprendre. Une activité qui sera aussi à suivre, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. On attend ça avec impatience. Surtout, je pense que comme tous les journalistes, comme tous les sportifs, on a envie d'être sur le terrain. Donc, nous, c'est au bord des terrains, c'est dans les tribunes de presse, c'est le cœur de notre métier. C'est pas notre métier, c'est pas de faire des interviews au téléphone à longueur de journée. Notre métier, c'est d'aller voir, d'aller sentir un peu à l'entraînement comment ça se passe, comme je le disais, de sentir une ambiance. Tout ça, c'est ce qu'on aime, hein, tout simplement. Donc, on a envie de retrouver ça. Très bien. Et merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. On vous retrouve dans les pages de Sud-Ouest. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast et tout le catalogue de Sud-Ouest sur notre site ou encore les applications Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc., etc. Ciao, ciao.